Nous sommes maintenant avec M. Luc Rajotte, notre chroniqueur économique qui est avec nous de nouveau cette semaine. Comment allez-vous, monsieur? Très, très bien. On est à une belle journée de soleil, alors on tente d'en profiter. Fantastique. Vous venez aujourd'hui nous parler de la décision du Canada comparativement à la décision de la Fed américaine de maintenir les taux d'intérêt. Bien, effectivement, la Fed, on verra si elle décide d'augmenter ses taux, mais tout semble laisser croire que la Fed veut continuer à poursuivre parce que l'inflation aux États-Unis est encore très, très élevée. Le gouvernement américain, en tout cas via sa banque nationale, semble dire ben il faudrait continuer à mettre de la pression sur l'économie. Du côté du Canada, on s'est dit, ben là, on va arrêter. On a senti que les 7-8 hausses consécutives les 12 derniers mois là, ont donné un coup suffisamment important pour le moment sur l'économie. Il y a un ralentissement économique dans bon nombre de secteurs d'activité. Le prix, par contre, des produits à la consommation, principalement au niveau de l'alimentation, n'a pas diminué, a continué à augmenter. On verra avec le temps si ça va se résorber, mais j'ai l'impression qu'on risque encore d'avoir des problématiques de hausse de taux d'intérêt au cours des 2, 3 prochaines décisions qui seront prises par le gouvernement. Maintenant, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que si la Fed décidait elle, de continuer à augmenter ses taux d'intérêt, ben notre dollar canadien va en écoper beaucoup. Déjà qu'il est à 72 cents, je pense, ce matin. Donc, ça coûte plus d'1,42 1,43 pour acheter $1 américain. C'est très dispendieux. C'est excellent pour nos exportations parce que notre dollar étant dévalué, l'argent américain en valant plus, ben, les produits canadiens vont être plus intéressants pour les Américains. Donc, en termes de productivité, la Banque du Canada mise sur l'efficacité des compagnies canadiennes pour fournir les Américains dans les prochains mois, considérant le niveau de la baisse des prix dus au dollar. Ce que ça risque de faire, par contre, de l'autre côté, c'est qu'on avait déjà parlé ensemble, Vincent, si on veut que l'inflation baisse, il faut aussi que le taux d'emploi diminue, c'est-à-dire que le taux de chômage soit un peu plus élevé qu'il est actuellement autour de 5-6 %. Alors, il faudra que, pour réussir à faire ça, il faut que, de l'autre côté, les entreprises produisent moins, alors qu'il y ait moins besoin d'employés pour produire. Alors, le président de la Banque du Canada, lui, de son côté, dit, ben, l'équation nette en valeur absolue pour le Canada risque d'être positive parce que notre PIB va être plus intéressant que ce que si on l'avait décidé d'augmenter les taux d'intérêt du côté canadien. Alors, je ne sais pas comment le gouvernement ou la Banque du Canada réfléchit dans ce contexte-là. Il y a des principes économiques simples. Il faut que tu abaisses le niveau de consommation des gens. Il faut qu'au niveau des entreprises, il y ait une certaine forme de ralentissement. Il faut aussi qu'il y ait une diminution du nombre d'emplois créés, contrairement à ce qui se passe actuellement. Des 3 facteurs essentiels pour éviter ou sortir d'une récession possible au cours des prochains mois. Alors, actuellement, il n'y a que 2 facteurs qui semblent positifs, consommation et productivité des entreprises, mais qui va être contrecarré par une valeur de dollar canadien qui baisse, donc un meilleur prix pour les Américains de venir acheter chez nous. De l'autre côté aussi, les Américains risquent de venir passer plus de vacances chez nous cet été, considérant la valeur du dollar canadien, ce qui est excellent pour l'hôtellerie. Encore là, on crée beaucoup d'emplois par le tourisme, des besoins nécessairement. Alors, on ne vient pas contrecarrer non plus le côté chômage. J'ai de la difficulté à saisir, mais bon, de par le métier à travers des années, je me dis c'est peut-être une réflexion. Je pense que la Banque du Canada joue au poker actuellement en se disant ben il y aura peut-être plus de productivité sans nécessairement avoir besoin de plus d'employés pour réussir à produire davantage. Mais je ne sais pas comment la majorité des entreprises vont réussir ça, considérant que le niveau d'automatisation des entreprises canadiennes n'est peut-être pas à son meilleur niveau auquel on pourrait le comparer au niveau américain, par exemple, ou européen. Les,
Ouais, les, Oui, les, les profils du consommateur canadien et du consommateur américain sont relativement similaires. Ils ont oui. à peu près les mêmes habitudes de consommation. Et donc, j'ai la difficulté à comprendre comment nous, pour ralentir l'inflation, pour ralentir la consommation, ça fonctionnait en augmentant, puis on arrive, en augmentant les taux d'intérêt, puis là, on arrive au moment où on peut les maintenir. Mais aux États-Unis, considérant le profil similaire des consommateurs par rapport aux consommateurs canadiens, ils n'ont pas fait la même chose, puis ils ne sont, eux, pas rendus au moment où c'est le temps de maintenir les taux. Comment est-ce que leur processus a différé du nôtre, malgré le fait que les profils des deux consommateurs sont similaires? Ben, je pense qu'il y a une question de contexte politique. Moi, je m'aventure là-dedans. Du côté canadien, OK. on a un système électoral à multipartis, donc qui a tendance à écouter beaucoup de gens sur ce qui se passe en termes économiques et à satisfaire aussi la majorité des partis en fonction de leur vision de l'économie, puis en fonction de leur évolution, de l'évolution sociale des concitoyens canadiens. Aux États-Unis, tu as deux partis. Hein, tu as les républicains, puis les Démocrate. démocrate, merci, je cherche un terme. Donc, deux visions simplement. Alors, laquelle des deux l'emporte sur l'autre? Actuellement, c'est très difficile de dire aux États-Unis. Puis il y a des façons de consommer aux États-Unis qui est très différent aussi selon ton niveau d'appartenance au niveau OK. un des deux partis. Alors moi, je m'aventure en disant qu'il y a peut-être cet élément-là qui peut nous différencier. Toute la question du système social aussi au Canada, au Québec, est beaucoup plus intense qu'il est du côté américain. Donc, on a tendance à dépenser beaucoup plus pour réussir à avoir des services du côté américain, alors que du côté canadien, québécois, ben, la majorité des services sont payés via nos impôts, et ainsi de suite. Alors, on en profite sans être obligé de dépenser de l'argent sonnant. Euh, mais bon, on verra avec le temps si le président de la Banque du Canada aurait eu raison de prendre cette tendance-là. Moi, je Mhm. mise plutôt sur une augmentation de taux aux prochains 6 semaines de la Banque du Canada. Je pense que malheureusement, on va avoir des effets très négatifs à très, très, très court terme dans cette politique monétaire qu'on tient actuellement. Vous avez mentionné la complexité du système législatif américain avec un Sénat, un Congrès, avec une division qui est quasiment au milieu. Je pense qu'il y a une différence de deux, trois sièges au Oui, Sénat ou au c'est ça. Congrès. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement Ben, difficile de gouverner dans ces circonstances-là. C'est moins compliqué au Québec où la CAQ est au pouvoir et où la CAQ, dans les prochaines semaines, va déposer son budget pour l'année à venir. Quelles hmm. seraient vos attentes, grosso modo, un petit peu pour ce budget qui va être présenté sous peu? Ben moi, je suis de l'école où je suis pas d'accord avec les baisses d'impôts dans un contexte où on manque d'argent dans tous nos secteurs. On trouve le moyen de donner des rabais, des réductions d'impôts. Et je comprends que ça vient bénéficier aux Québécois indirectement dans les poches des Québécois, mais on va donner ça aux Québécois d'un côté, puis on va exiger de l'autre côté, parce qu'on va manquer d'argent à un moment donné pour réussir à combler l'ensemble de nos services. Puis je trouve que le Québec se met dans une drôle de position actuellement d'offrir des rabais d'impôts en pleine négociation de convention collective avec ses 600 000 employés. Je trouve qu'on se met, on se met, comme on dit, là, comme une cible là, avec Ouais, c'est ça. un gros rond rouge là, où on dit visez-nous dessus. Puis je suis pas sûr que si on était capable de prendre le fonds de génération pour financer ce premier rabais d'impôt-là, pourquoi on n'utiliserait pas à l'occasion, je dis bien à l'occasion parce qu'il faut le garder, le fonds de génération dans les meilleurs états possibles, mais qu'on ne pourra pas l'utiliser pour réinvestir dans le domaine de la santé, par exemple, ou accélérer certains processus dans le domaine de la santé, ou améliorer les services que l'on obtient actuellement au gouvernement québécois via Ouais, la c'est ça CAQ. que c'est ça, on en a parlé lors d'une de nos conversations précédentes, le fait que le gouvernement provincial demande plus d'argent au fédéral pour le système de la santé, mais se retourne du même coup puis accorde des réductions d'impôts. Oui, puis tu sais, je comprends très bien le premier ministre Trudeau de dire, écoutez, là, je veux bien vous donner de l'argent, mais de l'autre côté, vous allez redonner 2, 3 milliards en retour d'impôts aux Québécois. Utilisez donc cet argent-là pour le réinvestir dans votre système de santé si vous en manquez tant que ça. Tu sais, c'est ça Mhm. le discours, je trouve qu'ils sont pas crédibles en termes du premier ministre du Québec, d'aller se battre avec le premier ministre du gouvernement du Canada, puis d'aller sur les places publiques, puis de défendre le principe de réobtenir des montants supplémentaires, alors qu'il va redonner à ses concitoyens
de la main gauche, ce qu'ils tentent de t'obtenir de la main droite. Bon, ça, c'est un élément important. J'ai hâte d'entendre, voir s'il y aura des montants importants qui vont être investis pour le logement, en termes de logement social, parce que c'est vraiment une crise là, qui commence à être Ouais. extrêmement sérieuse. Mhm. Puis quand je dis ça, c'est pas nécessairement de construire, parce que ça, on va voir ça dans 4-5 ans, par tous les programmes, mais de peut-être réutiliser des bâtiments déjà existants, les rénover dans les meilleures conditions possibles, dans les délais les plus rapides possibles, pour qu'on puisse, d'ici 12 à 18 mois, récupérer entre 1500, 2000 à 3000 logements sociaux rapides dans les différentes régions du Mhm. Québec, principalement C'est Montréal, ça. bien sûr, mais aussi dans les régions. C'est ça. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus fait ça. Pourquoi il y aura plus de bâtiments qui sont, si on veut, recyclés ou revalorisés en logements sociaux et abordables, parce que je pense que je m'informais là-dessus, je lisais un article, puis ce qui m'a surpris, c'est qu'une énorme portion des matières résiduelles de la province et du pays viennent de la démolition de bâtiments et de la reconstruction pour faire un immeuble qui va être destiné à autre chose. Donc, il y a des immeubles qui peuvent juste être retapés et ensuite réutilisés. Et ça, c'est pas fait. Puis je serais curieux de connaître votre avis sur quelles raisons c'est pas un processus habituel, ça, la revalorisation de bâtiments. Ça, Vincent, c'est une question à 100 piastres. Pourquoi le gouvernement Ah ne bon? réagit pas normalement? Il y a des intérêts, il y a des niveaux, il y a des pressions, il y a des lobbies, il y a des impondérables électoralistes, il y a des impondérables financières, il y a des impondérables bureaucratiques aussi. C'est, exemple, la ministre du Logement et de l'Habitation, c'est la ministre de Bertrand, c'est la députée de Bertrand, Mme Duranceau. Elle jongle avec une patate chaude actuellement. Elle ne sait pas exactement où elle va se garrocher, excusez-moi le terme très français, mais elle ne sait pas de quel bord qu'elle va prendre le problème pour réussir à satisfaire la clientèle. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des hôpitaux désuets au Québec qui ont été mis de côté, qui ne sont pas utilisés, qu'on pourrait à tout le moins adapter pour recevoir des gens du côté de l'itinérance, parce que c'est une problématique importante. Là, on en parle moins parce que là, le froid commence à diminuer, donc Mhm. c'est moins socialement inacceptable de voir des gens à l'extérieur, même si c'est inacceptable à tous les jours. Mais il y a beaucoup de gens qui ne se trouvent pas de logement, qui sont dans des logements qui sont franchement décrépits. Et je suis convaincu, moi, si on mettait là, en mode accéléré un processus, là, comme on le fait dans d'autres domaines, de rénover certains hôpitaux puis de les utiliser pour la population. En général, je pense que ça va être fait d'ailleurs dans un cas, je me souviens plus de nom de l'hôpital dans la région de Montréal, qui va être transformé en logement social, spécifiquement pour pouvoir justement abriter, je pense, c'est au-delà de 300 familles au cours des 18 prochains mois. Alors, je n'invente pas les idées, je les récupère là où je les vois, puis je me dis pourquoi qu'on se concentre pas sur ce qui existe déjà, tout en faisant, comme on dit, le marché de la gomme, puis parler en même temps, là, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Il y a moyen de s'organiser pour que ça fonctionne, que ce soit rentable pour le gouvernement, d'investir dans des projets où il y a une réalité. Maintenant, encore là, c'est le bureaucratique qui bloque tout, les Mhm. processus, les appels d'offres, la Ouais. gestion de tout ça, C'est ça. Puis qui on va se croise s'organiser vraiment les avec ça. doigts pour que tous les impondérables que vous avez mentionnés, ben, il n'y ait pas trop d'effet sur le prochain budget qui va être déposé mi-mars, je crois, dans Ben, le début 20 ouais, mars. Et donc, ouais, à ce moment-là, 21, ouais, ouais. le 21, je crois, à ce moment-là, on vous recevra de nouveau, puis vous pourrez nous éclaircir sur tous nos questionnements par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Ça fait Raja. plaisir. C'est super apprécié. Salut. Merci encore. À la prochaine.